Sunday Night Production. Ce qu'il veut vraiment, c'est péter son personal best, son PB, son RP, son record personnel. Il est à fond sur Strava, il regarde les datas. C'est marrant parce que le coureur polyvalent, il pourrait avoir la même définition que le triathlète, c'est-à-dire bon partout, excellent nulle part. C'est un peu comme ça qu'on aurait tendance à nous appeler. Mais peut-être que j'aurais dû aller plus vite vers le semi, lâcher un peu plus tôt le 10 km, où finalement je me suis bagarré pour gagner 30 secondes, une minute, tu vois, alors que sur semi, finalement, j'ai vraiment adoré. Il y a quelques années, j'aurais eu très tendance à justement me focaliser vraiment sur quelques objectifs, un peu à la Kipchoge, tu vois, où tu t'autorises moins à aller sur des courses juste pour le plaisir de faire une course. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, dans cet épisode de DLTDC Original, nous allons nous pencher sur une question qui préoccupe bon nombre de coureurs et de coureuses, qu'ils soient novices ou plus expérimentés. Quelle épreuve est la plus adaptée à mes capacités et à mes envies ? Puisque chaque épreuve apporte son lot de défis et l'art de sélectionner une distance parfaitement adaptée à son profil de coureur et son tempérament, c'est un sujet bien plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Pour nous aider à déchiffrer cette énigme, nous avons le plaisir d'accueillir un expert dans le domaine, Tristan Pavlak, entraîneur, cofondateur de Campus Coach, première plateforme d'entraînement en ligne sur la course à pied et créateur de la chaîne YouTube à succès, on peut le dire. Mais non. Ne sois pas modeste. À succès, presque 50 000 abonnés, je crois. 50, je sais plus, 55. Ouais, allez, les 100 000 en 2024. On compte sur vous. Tristan, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien, je te remercie. Et toi, Guillaume ? Écoute, ça va parfaitement bien puisque moi j'avais hâte de faire cet épisode parce qu'en ce moment je me cherche un peu, tu vois. J'étais un coureur de 10 km, je me suis épanoui dans cette distance, j'adorais le 10K et puis aujourd'hui je vieillis un peu, mon mode de vie change et du coup je me dis est-ce que j'irai pas voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs ? Mais voilà, je sais pas vraiment vers quelle distance je dois me tourner. Je vais vous le renvoyer sur marathon, comptez sur moi. Non, c'est aujourd'hui que ça se joue. Peut-être que je vais retourner sur marathon. Toi d'ailleurs, t'es aussi un peu un touche à tout puisque triathlon, course sur route. Est-ce que peut-être aussi tu crois que t'as fait des marathons. Est-ce que t'as eu du mal toi à deviner avant de commencer l'émission, est-ce que toi t'as eu du mal un peu à deviner ta spécialité ? Pas vraiment. Je pense pas avoir trouvé pour l'instant là où je suis vraiment le plus fort en termes de niveau physique. J'ai plus trouvé des choses dans lesquelles j'ai réussi à m'accomplir en tant qu'humain, en tant que personne, on va dire. Donc c'est plus par ce biais-là que j'ai choisi mes courses, plus qu'en me disant où est-ce que physiologiquement je suis le plus doué, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, si je regardais mon corps, sinon j'aurais fait de l'aviron, quoi. J'aurais pas fait ni ou du 800 mètres. T'aurais pu faire du 800 mètres. Peut-être un peu grand. J'ai vraiment un physique de rameur pour le coup. Ouais. Bon, en tout cas, ça c'est ce qu'on va essayer de deviner parce que des fois on peut avoir des envies. Tiens, je veux être marathonien et puis au niveau temps, au niveau aptitude physique, au niveau mental, ça peut être décorrélé. Donc on va essayer justement de savoir, sur le papier en tout cas, pourquoi est-ce qu'on est fait, puisque c'est vrai que déjà on peut faire un constat, tu vois, en commençant cette émission, ça fera un peu guise d'introduction, c'est que le spectre de la course à pied, il a jamais été aussi large. Aujourd'hui, en tout cas sur les épreuves hors stade, on a des épreuves qui vont du 10-5 km jusqu'à l'ultra trail, et cette diversité en fait de courses, d'épreuves sportives, elle s'explique peut-être aussi par le désir des coureurs de passer rapidement d'une épreuve à une autre afin peut-être d'alimenter une soif, tu vois, de renouveau, d'expériences nouvelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, la course à pied, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Et donc, on veut toujours essayer de s'épanouir. Et on est des petites puces, tu vois, on va sauter un peu de distance en distance. Mais c'est vrai que cette approche, elle peut parfois générer des contre-performances, voire même de la frustration. Parce que finalement, si on se spécialise pas dans une distance ou si on prend pas le temps de bien découvrir une distance, on peut passer quelquefois à côté de quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque, toi, de naviguer de discipline en discipline comme c'est la mode en ce moment, plutôt que de, on va dire, se concentrer sur une épreuve en particulier ? Si on regarde seulement les courses de fond, c'est-à-dire, les courses de fond, je crois que ça commence à partir du 3000, mais si on regarde plus après les 5, 10, 21, 42,
il n'y a pas trop de risques. C'est pas comme si tu passais du 800 au 21 ou des grands pas comme ça. Donc, il n'y a pas trop de risques. Après, on peut quand même garder à l'esprit que, en réalité, à vouloir être bon partout, on finit quand même à être un peu bon nulle part. C'est quand même une règle générale, mais voilà. Pour la course de fond, je pense que si on est bon sur 10 km, on sera pas nul sur 21 km. On sera toujours peut-être un peu meilleur sur l'un que sur l'autre, mais voilà, physiologiquement, il n'y a pas des grosses différences, on peut dire comme ça. Après, je note quand même que on parle beaucoup de performance vis-à-vis des courses, mais aujourd'hui, on va aussi souligner le fait que on ne fait pas que des courses pour y être performant, mais aussi parfois pour vivre des expériences de vie. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. C'est pas que ça n'a pas de prix, mais c'est beaucoup moins impacté par le fait de changer de distance très rapidement. Pour autant, est-ce que toi déjà tu constates sur campus ou les athlètes que tu coaches cette polyvalence, en tout cas cette envie d'aller un peu à droite à gauche? Alors sur les gens que j'entraîne en one-to-one, non, parce que comme les gens viennent pour mon expertise, ils savent que je suis pas expert en trail. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que sur campus, c'est pas moi qui fais les plans. On travaille avec Nicolas Dan qui a fait le Tour des Géants, qui a fait plein de courses en trail. Moi, les gens viennent parce que j'ai une expertise soit en course à pied, soit en triathlon. Donc, en one-to-one, non. Après, sur campus, ouais, on sent que la communauté trail se cherche encore. Et c'est pas qu'elle se cherche, mais oui, elle est en attente. Elle demande beaucoup de choses, ça c'est sûr. Bon, on aura bientôt un épisode qui sortira justement sur comment est-ce qu'on peut corréler une préparation trail et route, puisque ça aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs qui passent de la route au trail et du trail à la route et inversement. Donc on va vraiment faire un épisode focus sur ça, mais aujourd'hui on va s'intéresser vraiment à pour quelle distance on est fait vraiment, en s'intéressant d'un point de vue mental, physique, morphologique, parce que voilà, si on veut vraiment aller dans la distance sur laquelle on a le plus de potentiel de réussir au niveau performance, c'est important de le savoir, et il y a peut-être plein de subtilités comme ça qu'on va développer. Et justement, quand il s'agit de choisir une distance de prédilection en course à pied, on pense souvent, à tort ou à raison, à des critères comme par exemple l'âge, les qualités intrinsèques. Par exemple, si je suis un coureur plutôt rapide, je vais aller sur des 5-10 km. L'endurance, je vais aller plutôt, sur des distances un peu plus longues. Mais est-ce qu'il y a d'autres critères physiques qu'on doit prendre en compte justement pour alimenter notre réflexion? Comment est-ce qu'un coureur, en fait, il peut évaluer ses propres caractéristiques et ses expériences aussi de course pour choisir vraiment la distance qui lui correspondra parfaitement? Alors, quand on dit correspondre, il y a vraiment ces deux aspects-là. Il y a correspondre physiologiquement, génétiquement, la morphologie, mais il y a aussi ce que l'on veut faire. C'est vraiment deux choses différentes, parce que parfois, ce que l'on veut faire, typiquement quelqu'un qui commence la course à pied pour faire le mythe du marathon, c'est pas dit qu'il est fait pour faire du marathon. Mais pour le coup, ses envies le poussent vers cette distance-là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne devrait pas le faire parce qu'il faut faire que ce vers quoi on est prédestiné? Absolument pas. Donc, en tout cas, je dis absolument pas pour des amateurs. Parce que je fais quand même la différence entre un professionnel, où là, pour lui, tout est inversé. Ça part de ce pourquoi il est prédisposé, et en fonction de cette prédisposition, en fait, il va s'y dédier si jamais ça lui plaît. C'est vrai que le mythe de il faut travailler ses points faibles pour être le plus équilibré possible, la réalité c'est qu'à très haut niveau ça fonctionne pas. En fait, il faut juste jouer à fond sur ses points forts, et c'est là où d'ailleurs dans l'individualisation de l'entraînement, on tend à faire penser que en individualisant dans un sens ou dans un autre, on va pouvoir faire passer quelqu'un avec un point fort vitesse à un point fort endurance. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas si simple. Si tu as un vrai point faible vitesse par exemple, tu peux devenir moins faible en vitesse. Mais ça resterait toujours soit avec un profil équilibré, soit avec un point faible. Donc ça, c'est pour les professionnels. Vraiment, jouer sur les points faibles, ça on l'a vu, ça a été l'école française pendant extrêmement longtemps. Par contre, pour les amateurs, moi je trouve que ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on recherche en tant qu'humain. Si jamais c'est justement ce truc de se dire je veux m'entraîner régulièrement avec un haut volume pour faire des longues distances, et dans cette longue distance faire un peu un chemin de croix ou j'en sais rien, même si on n'est pas prédisposé, ça vaut le coup de le vivre. Bon, là on va quand même s'intéresser aux prédispositions et
comment est-ce qu'on peut identifier ces points forts, parce que c'est tout le but un peu de cet épisode. Alors là, tu parles des caractéristiques, des qualités physiques intrinsèques, mais on sait que ça doit aussi correspondre, en plus de ça, à notre style de vie, au temps aussi qu'on peut allouer qu'on peut vraiment se consacrer en fait à notre entraînement. Un cadre dans une grande ville, à Lyon, à Bordeaux, à Paris, qui a, je sais pas, 35 ans, avec un bébé de 4 mois à la maison, j'imagine que s'il s'entraîne que 3 fois par semaine et qu'il peut s'entraîner que 1 heure, ça peut déterminer aussi son choix. La préparation d'un marathon ou d'un trail, là, ça peut en tout cas s'avérer un peu compliqué. Selon toi, comment un coureur est-ce qu'il peut équilibrer entre ses envies et la réalité de son emploi du temps, de ses obligations familiales, professionnelles? Quels conseils, toi, tu pourrais nous donner pour choisir la bonne distance en fonction du temps qu'on a alloué à nos entraînements, à notre préparation? Alors, d'abord, tu fais bien de le dire, c'est une question de ressources. Et en fonction de ces ressources, on fixe ses objectifs. Très souvent, les gens ont tendance à faire l'inverse. Ils se fixent des objectifs. Et puis, avec les ressources qu'ils ont à disposition, ils essayent d'emboîter les deux comme ils peuvent. Mais très souvent, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on peut dire d'un point de vue ressources, si on veut simplifier la question, c'est que ce soit du court ou du long, en termes de fréquence d'entraînement, il ne va pas y avoir forcément de différence. Plus on veut devenir meilleur, plus il va falloir utiliser une forte fréquence. Là, on va voir une différence par contre, ça va être vis-à-vis du volume général. En général, en termes absolus, on va voir que les gens qui veulent faire du long ont tendance à avoir un plus haut volume que ceux qui veulent faire du court à niveau égal. Donc ça, c'est une petite différence aussi. Et sinon, après, si on simplifie simplement la performance, plus on met de fréquence, plus on met de volume, meilleur on devient, sous condition qu'on l'assimile. Donc c'est pas du jour au lendemain, on s'entraîne 10 fois dans la semaine et on fait 200 bornes, mais c'est année après année, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, on augmente progressivement pour tendre vers quoi on veut investir. Et puis parce qu'on est toujours limité par ce que notre corps peut assimiler, simplement. Donc ça, c'est d'un point de vue des ressources. Et tu l'as bien mentionné vis-à-vis du cadre qui travaille, qui a des enfants, etc. On peut parfois avoir du temps, parce qu'on peut toujours se dégager du temps le matin, se lever tôt, dormir peut-être un petit peu moins, etc. Mais tu vois là où je veux tendre. C'est pas parce qu'on réussit à trouver du temps que c'est forcément positif, parce que le stress, de manière générale, c'est du stress. Donc si le fait de t'entraîner, en fait, tu cales ça un peu au chausse-pied et puis t'as pas le temps de récupérer et tu passes un peu moins de temps avec ta famille alors que ça te crée de la pression, etc. En fait, t'aurais sur le papier les ressources, mais dans les faits, le stress que ça génère et l'organisation logistique qui est calée au cale-pied, ça ne fonctionne pas. Donc il y a les ressources sur le papier et puis il y a la réalité où là va falloir transiger un petit peu plus, on va dire. Et puis une fois qu'on a ça, une fois qu'on a notre réalité et qu'on a nos ressources, là on peut hiérarchiser un petit peu nos objectifs. Si je devais te les hiérarchiser en fonction de la fréquence et du volume, je dirais que ce qui demande le moins de fréquence et le moins de volume, c'est si on veut ne pas être performant sur le court. Ensuite, si on veut augmenter un petit peu plus, ça va être ne pas vouloir performer sur le long. Quand je dis pas vouloir performer, ça veut pas dire ne pas vouloir progresser. C'est vraiment rester loin de son potentiel maximal. Voilà, on va parler plutôt comme ça. Ensuite, ça va être soit de commencer à performer vis-à-vis de soi-même sur le court, ou de vouloir, on va dire, commencer à être moyen sur le long vis-à-vis de son potentiel. Donc, tu vois, je pense que avoir peu d'attentes sur le long demande moins de ressources que vouloir commencer à être performant sur le court, personnellement. Et enfin, la dernière étape, là, pour le coup, ça commence à être all-in. C'est on veut être performant partout, sur le court ou sur le long, et là, ça demande de la fréquence et du volume. Bon, on n'est pas non plus obligé d'avoir 20 heures à consacrer à nos entraînements. On peut très bien faire un marathon, même avec des contraintes professionnelles, familiales qui sont importantes. Après, c'est juste qu'il faut bien évaluer pour pouvoir ajuster, parce qu'il y a l'entraînement, il y a aussi la récupération. Il ne faut pas que ça crée des tensions auprès de sa famille. Donc tout ça, c'est des éléments où il ne faut pas faire l'autruche, quoi. Il faut vraiment Ouais, et puis même, je nuancerais en disant, tu peux être performant sur ta course, mais tu peux aussi être performant dans ta vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui court son 10 km en 30 minutes, mais qui n'a pas de vie personnelle, qui n'a pas de vie professionnelle, j'ai dit 30 minutes parce que c'est un très bon chrono, mais c'est pas assez pour être professionnel en France. Je sais pas ce que tu fais. Je sais même pas si tu es dans le top 100 français avec un chrono en 30 minutes. Je pense pas. Non. Mais donc voilà. Et en revanche, tu peux être justement te dire être performant dans ma vie, c'est courir mon 10 km en 40 minutes, avoir mes 3-4 sorties dans la semaine, mais j'ai mon métier à côté, j'ai ma famille et tout s'emboîte parfaitement. Et là, du coup, tu es dans un équilibre parfait. Alors, un autre élément qui entre en compte, avant d'entamer la partie physique, c'est les lieux où on habite, parce que il faut avoir aussi
des occasions de s'entraîner sur des terrains qui peuvent être variés. Et là, évidemment, je fais référence au trail. J'imagine qu'une personne qui vit dans une zone montagneuse va plus naturellement se diriger vers le trail ou la course en montagne. Et à contrario, une personne qui vit en ville va plutôt se spécialiser sur 10K, semi, marathon. Quoique aujourd'hui, on voit que cette contrainte de la zone géographique, elle n'est pas si problématique que ce qu'elle pourrait être. T'as des exemples ? Casquette Verte, qui aussi vit à Paris et qui réussit. On voit qu'il y a quand même des coureurs qui vivent en milieu urbain, sans montagne, et qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Ouais. Est-ce qu'on ferait de certains exemples une généralité ? Non, pour moi, c'est sûr que le lieu de vie prédispose. Souvent, ce qu'on entend, c'est pour devenir bon quelque part, et si on tire le fil jusqu'au très haut niveau, c'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Parce que, tu vois, je prends mon exemple. Alors, il m'aurait peut-être manqué un petit 10 cm. Mais au lieu de vivre au lieu de grandir là où j'ai grandi, j'aurais grandi en bord de Marne ou en bord de Seine. Peut-être qu'il y aurait eu un club d'aviron à côté. On en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je tire la comparaison. Et peut-être que j'aurais été monstrueux en aviron. Il n'y en avait pas à côté. J'ai pas été... tu sais, c'est la notion de détection. Donc oui, ça se trouve, il y a des gens qui sont très très forts entre elles et qui vivent en ville et qui en fait seront jamais exposés à ça. Puis de la même manière, c'est là où avec tes exemples j'ai un peu plus de mal. C'est parce que imagine tu prends 1000 trailers, sur ces 1000 trailers il y a peut-être 10 trailers qui sont faits pour être bons en trail en courant un plat. Si ces 10 trailers là sont à la montagne, ils le sauront jamais qu'en fait ils sont faits pour être bons en trail en courant à plat. Et tu vois, de toutes les probabilités sur ces 10, t'en as un qui est à la ville et qui s'est dit qu'il allait faire du trail. Et donc là, niveau statistique, c'est pas assez fort pour moi pour dire, OK, tous les gens qui sont à Paris, mettez-vous à l'Ultra Trail. Vous allez voir, ça va super bien fonctionner. Je pense pas. Alors, c'est aussi la possibilité de faire des stages, de partir. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Ça se fait très bien sur des week-ends précis où tu fais des week-ends chocs. Beaucoup de temps, tu peux faire un peu plus de volume. Je crois que c'est ce que fait aussi Casquette Verte. Il compense beaucoup le manque de dénivelé par beaucoup de volume, même si effectivement sa préparation elle est loin d'être applicable au tout venant. Alors, oui, puis tu peux toujours mettre un peu de dénivelé. Mais quoi qu'il arrive pour des amateurs, moi ce que je dirais c'est déjà de 1, faites ce que vous avez envie de faire. C'est le plus important. On ne parle pas de prédisposition physique, on ne parle pas de lieu. Regardez ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, vous pouvez prendre en considération votre lieu. Mais si vous êtes en ville, ça se fait toujours de pouvoir aller à la montagne ou quoi que ce soit assez rapidement, ou un endroit avec un peu de dénivelé. Et enfin, regardez vos prédispositions si jamais ça vous intéresse. Et c'est vraiment la démarche, encore une fois, inverse des professionnels, où pour moi, un professionnel qui veut vraiment devenir champion olympique, il doit d'abord regarder ses prédispositions, ensuite là où il vit, et enfin ce qu'il veut faire. La bonne personne, au bon endroit, au bon moment. J'ai maintenant envie qu'on parle d'un élément qui revient pas souvent dans le choix de l'épreuve à laquelle on veut participer, c'est le côté mental. Parce qu'il faut une force mentale bien particulière pour courir un 10 km et pour courir un trail ou même un ultra trail. Le 10 km, c'est vrai que ça paraît une distance courte comme ça, mais quand on cherche la performance sur 10 km, c'est une distance très exigeante qui demande une puissance et un engagement mental assez important parce qu'on est tout le temps à bloc quasiment. Tu vois, on est je sais que t'aimes pas quand on parle de VMA, mais on est très très proche de sa VMA tout le temps et donc voilà, ça peut faire mal, surtout au 8e, 7e, 8e kilomètre. Je sais que les gens qui font 10 km vont savoir de quoi je parle, mais ça demande de la mentale. Mais j'ai l'impression que cette force mentale, elle est très différente en fonction qu'on soit par exemple trailer ou en fonction qu'on soit un coureur sur route. Moi par exemple, je sais que j'ai une bonne aptitude mentale sur la route, sur marathon, parce que je suis capable d'encaisser des douleurs sur du court terme, mais sur le trail, j'ai le mental d'un cornichon, quoi. Tu vois, parce que voilà, ça colle pas. Je sais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que j'ai pas de mental. C'est juste que comme s'il y avait plein de mental différents, quoi. Ouais, un peu comme si on pouvait opposer la douleur à la pénibilité. C'est vrai que 5-10 km et même des distances plus courtes, c'est vraiment douloureux. Il faut lutter contre la douleur. Alors que sur la longue distance, ça va plus être pénible. En fait, sur la longue distance, on pourrait dire que la différence, c'est que sur courte distance, on a l'échappatoire de pouvoir ralentir, alors que sur longue distance, on a juste l'échappatoire de pouvoir s'arrêter, grosso modo, ou de pouvoir marcher en tout cas. C'est pas exactement la même chose, parce que si le but c'est juste de continuer d'avancer,
c'est un peu moins flagrant sur 10 km. Tu peux toujours t'offrir la possibilité de faire 1 minute de moins et ça se verra pas trop, alors que sur marathon, au bout d'un moment, on a juste envie de s'arrêter. C'est peut-être là où il y a une petite différence. Après, est-ce que c'est spécifique à chacun ? Je sais pas. Peut-être qu'il y aurait des travaux sur les neurosciences qui pourraient nous renseigner. Je pense qu'on développe quand même assez spécifiquement son mental d'abord vis-à-vis de ce qu'on aime faire. Il y a des gens qui adorent la durée, il y a des gens qui adorent l'intensité. Et ensuite, on continue à se spécifier en fonction de ce à quoi on est confronté. Tu vois, par exemple, j'ai jamais vraiment aimé la longueur. Ça ne m'a pas empêché, enfin même pas du tout, ça ne m'a pas empêché de faire des sorties de vélo de 6 ou 8 heures, ça ne m'a pas empêché de faire des sorties de course à pied de plus de 2 heures. Ouais, je pense que ça se fait et le mental s'y adapte quand même très bien. Après, on a la gestion de l'ennui. Moi, tu vois, typiquement, tous les travails qui sont un peu d'introspection assez longs quand tu es sur trail, tu vois, où tu vas... Voilà, tu sais, souvent on entend les trailers disent voilà, je me suis découvert, j'ai fait tout un travail. Bon, moi, c'est des trucs, tu vois, je suis déjà assez cérébral comme ça, donc j'aime bien finalement un peu couper le cerveau, me concentrer sur le moment présent et juste maintenir l'effort, l'intensité et tout. Et justement, j'aime pas trop réfléchir. Donc c'est aussi un petit conseil que je peux donner à nos auditeurs. Et voilà, essayez de savoir un peu où est-ce que vous êtes. Et souvent, moi, sur trail, je peux m'ennuyer, ça peut m'agacer en fait. Je peux vraiment m'agacer et je prends plus de plaisir, quoi. Ouais, ce que je sais, est-ce que c'est dichotomique ? Si tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt fait pour le marathon et moins pour le 10 km, vis-à-vis de ce que tu dis là, j'aurais plus dit que tu es plus fait pour le 10 km que le marathon. Après, le marathon, c'est vrai que c'est quand même une course assez rapide où en fait, t'as pas trop le temps de l'introspection non plus. Non, un marathon, t'es quand même focus, c'est des enchaînements de 5 km. Plus c'est intense, plus tes ressources mentales sont dirigées vers ce que tu fais maintenant pour pas que t'exploses en vol. Donc plus c'est intense, moins t'as le temps de réfléchir, ça c'est sûr. Alors, en préparant cette émission, Tristan, j'ai identifié 5 profils de coureurs qui me semblent être plutôt réalistes dans les différents types de compétiteurs qu'on peut retrouver sur les courses. Alors bien sûr, ces profils, c'est des généralités. Il y a beaucoup de coureurs qui peuvent se reconnaître dans plusieurs de ces catégories, mais je pense quand même que ces archétypes un peu vont quand même nous aider à comprendre les qualités physiques, mentales nécessaires pour donner le meilleur de soi-même, en tout cas, sur une distance donnée. Le premier profil que j'ai identifié, alors tu vois, je leur ai donné des petits noms. Hein, tu vois. C'est comme un test. Je ne m'engage pas sur la nomenclature. Voilà, c'est comme les tests, tu sais, dans Marie-Claire et tout. Il va nous faire l'astrologie. Tu vois, voilà, un peu l'astrologie. Bah, c'est une petite boutade, mais c'est comme ça un peu que je l'ai imaginé. Donc, d'ailleurs, pour nous dire en commentaire quel type de profil vous êtes, moi, je serais curieux de savoir. Et le premier profil que j'ai identifié, c'est le coureur fusée. Alors ce coureur, c'est un véritable passionné de vitesse. Il est constamment en quête de battre ses records, de pousser ses limites. Ce qu'il veut vraiment, c'est péter son personal best, son PB, son RP, son record personnel. Il est à fond sur Strava, voilà, il regarde les datas. Lui, il veut battre les records. Est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu le portrait robot de ce type de coureur et surtout, quelle distance, si on se sent un peu comme ça, on est fait pour quelle distance ? Bon, allez, on va se prêter au jeu. Alors, notre petit coureur fusée, ascendant vitesse, son point fort, justement, ça va être la vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler point fort vitesse ? Parce que comment définir si on est plutôt l'un ou plutôt l'autre ? On a différents moyens. Alors, il y a des tableaux qui ont été créés par exemple par Jack Daniels à l'époque. Je crois qu'il peut se retrouver sur un site ou sur une appli qui s'appelle VDOT, où en fonction de ses temps c'est 800, 1500, 3000 peut-être, ou 200, 600, 1500, bref. En fait, en fonction de différents chronos qu'on peut faire, on va observer si on est plus fait pour la vitesse ou plus fait pour l'endurance. Et en fonction, soit on va pouvoir adapter l'entraînement, on va le voir juste après, soit on va pouvoir adapter sa course. Si on a un point faible vitesse, évidemment, on a un point faible endurance. Pour le coup, c'est une balance. On peut ne pas être fort dans les deux. Alors attention, parce que quand je dis point faible endurance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas performer en endurance. C'est juste qu'on est plus prédisposé à performer en vitesse. Si on s'entraîne, on a une personne qu'on dédouble et qu'on met dans 2 voies, un qui va faire que de la vitesse et que des distances courtes, et l'autre que de l'endurance et que des distances longues. Si on part de la même personne, s'il y a un point fort vitesse, les chronos relativement au pool mondial seront bien meilleurs quand il aura fait de la vitesse que quand il aura fait de l'endurance. Ça n'empêche pas qu'avec beaucoup de volume, beaucoup de fréquence, celui en endurance fasse des très très bons chronos. C'est pas ce que je dis. Donc après, évidemment, si on prend l'archétype, on va dire que on est souvent attiré par ce dans quoi on est bon. Donc il va souvent préférer les courtes distances. Quand je dis courte distance, pour moi, ça va être, comme on parle du fond plutôt, autour du 1500 mètres. Allez, on peut peut-être tirer jusqu'au 5000, mais pour moi, ça va rester sur ça, 1500, 3000, grand maximum.
Et après, tu m'as demandé aussi comment est-ce qu'on pouvait adapter l'entraînement, c'est ça ? Exactement. Ouais. Pour moi, c'est là où il y a vraiment un petit enjeu. C'est parce que si on sélectionne une course pour laquelle on est fait, l'entraînement spécifique pour cette course-là est l'entraînement auquel on répondra le mieux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu prends un entraînement pour du 1500 mètres pour quelqu'un qui a un point fort vitesse, la spécificité de l'entraînement pour le 1500 mètres le fera bien répondre parce que ça va demander des qualités de vitesse. Donc ça, c'est une première chose. Le problème va se poser plutôt à l'inverse, c'est-à-dire si jamais ce profil vitesse veut, pour une raison X ou Y, faire par exemple un marathon, bah là, qu'est-ce qu'on fait ? De mon point de vue, ça va être intéressant de peut-être un peu moins aller chercher la variété sur le plan d'entraînement, là où 4, 5, 6 mois avant un marathon, on peut aller chercher, peut-être pas, allez, on va dire plus 3, 4, 5 mois, on peut aller chercher de la VMA, on peut aller chercher des variations de vitesse, on peut voir même aller chercher du sprint à 5, 6 mois avant. Sur un profil vitesse, je pense qu'on a moins intérêt à jouer sur ça, et on a plutôt intérêt justement à jouer sur l'EF, à jouer peut-être sur des gros volumes, et à jouer sur des allures infracibles. Alors sur un marathon, ça va être difficile parce que l'allure infracible, c'est l'endurance fondamentale ou alors le premier seuil. Donc on peut pas trop faire là-dessus, mais par exemple, imagine quelqu'un avec un vrai point fort vitesse, même sur 10 km, il va commencer à être lésé. Et potentiellement, il aura plutôt intérêt à travailler soit son seuil, soit son allure au 21 km, plutôt qu'aller travailler sa VMA et son seuil haut. Merci pour cette première explication. Le deuxième profil que j'ai identifié, c'est celui que je vais appeler le coureur polyvalent. Alors lui, il semble avoir justement un bon équilibre entre vitesse et endurance. Est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu, un petit portrait robot, encore une fois, de ce coureur ? Tu vas inclure le type de course qui pourrait lui correspondre, ses forces, ses faiblesses. Oui, alors c'est marrant parce que le coureur polyvalent, il pourrait avoir la même définition que le triathlète, c'est-à-dire bon partout, excellent nulle part. C'est un peu comme ça qu'on aurait tendance à nous appeler. Physiologiquement, on pourrait dire que ça serait une courbe en cloche autour du 3-5 km, son pic de performance, mais dans le commun des mortels, on va pouvoir dire, ou plutôt dans la culture générale, quelqu'un de polyvalent, il va plutôt être bon autour de 5-10 km. Je sais pas si c'est plutôt comme ça que tu l'envisagerais, un coureur polyvalent. Moi, je dirais jusqu'au semi même. Hein. Ah ouais, toi, tu le tirais jusqu'au semi ? Ok. Pour moi, semi, ça commence à rentrer dans d'autres considérations parce qu'on va vraiment jouer sur un peu plus de facteurs de durabilité, le rôle des sorties longues qui vont commencer à vraiment prendre une vraie place si on n'a pas un volume d'entraînement important. Si tu regardes Jimmy Gressier, il fait pas de volume, mais il fait pas de sortie longue à proprement parler, mais c'est parce qu'il court déjà 150 km par semaine, si tu veux. Donc ce coureur polyvalent, moi je le passerais plutôt 5-10, je te dis. Et puis l'idée, c'est que après il choisit. Tant qu'il respecte le principe de progressivité, qu'il met de la bonne variation au fur et à mesure de son année, je pense qu'il peut se faire plaisir. Alors après, évidemment, ça veut dire que s'il est un peu polyvalent, il n'aura pas de mal à, s'il va sur un peu plus court, mettre un peu plus l'accent sur des séances de vitesse potentiellement. Et s'il va sur un peu plus long, mettre un peu plus l'accent sur les sorties longues et sur des intervalles longs. Alors, on vient de parler du coureur fusée, du coureur polyvalent. À présent, intéressons-nous aux coureurs d'endurance. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ceux qui trouvent leur bonheur sur les longues distances ? Celui-là, c'est un amoureux de la borne. Hein. Celui-là, il aime le kilomètre, il adore ça. Le coureur endurant, en fait, c'est exactement l'opposé de ce que tu nous as décrit sur le coureur fusée. C'est-à-dire qu'il aime bien les distances longues. Il y a aussi cette appétence de on est bon, on apprécie ce dans quoi on est bon. Donc quelqu'un qui naturellement va sentir que faire une sortie de 10, 15, 20 km, ça lui coûte rien, alors que dès le moment où il faut commencer à accélérer, ça commence à être pénible, il tire un petit peu partout, il a des douleurs, etc. Naturellement, cette personne-là va prendre plaisir, ce dans quoi il est bon. Donc oui, il va plutôt, pour moi, ça commence à partir du 21 km, puis 42, et puis comme sur route, c'est la dernière distance, après ça commence à devenir un peu plus, comment on pourrait dire, c'est réservé aux avertis, on va dire. Il y a peu de gens qui se lancent sur des 100 km route, après sinon ça va plutôt sur du trail. Donc cette personne-là, la définition physiologique qu'il pourrait avoir, c'est juste pas forcément des grosses qualités de base. Donc si par exemple on lui faisait un test physiologique où on va tester ses seuils, on va tester son VO2 max ou sa VMA, ça serait pas forcément des qualités impressionnantes. Par contre, si on le fait courir 1 heure ou 2 heures et qu'on refait ce test-là, potentiellement il aurait peu de baisse. Pas impressionnant au début, mais plus on commence à allonger, plus ça commence à devenir impressionnant parce que quelqu'un qui aurait des très belles qualités de base, mais quand on allonge, ses qualités s'effondrent.
Là, pour le coup, il pourrait commencer à rivaliser quand ça commence à s'allonger. Donc voilà, après, de la même manière que sur le coureur fusée, on en parlait tout à l'heure, comment définir le profil? Encore une fois, Jack Daniels, tableau VDOT. Alors, il y a d'autres moyens de définir un petit peu si on est profil vitesse ou profil endurance. Là, ça va peut-être rentrer un petit peu technique, mais il y a une notion qu'on appelle la notion de vitesse critique. Si je fais relativement simple, sur toutes tes allures au-dessus du 10 km, environ 10 km, au-dessus de 10 km, on va simplifier, si tu fais plusieurs performances maximales et qu'on trace une courbe mathématique, ta courbe, elle va finir par faire une asymptote. Et l'air sous la courbe, à chaque point, là ça va commencer à être un peu mathématique, mais l'air sous la courbe, à chaque point, elle va être égale. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, tu cours un 3000, tu cours un 5000, potentiellement, à quelques secondes près, je vais être capable de te prédire ton 1500. Je vais être capable de te prédire ton 8000. Je vais être capable de te prédire ton 6000. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Donc, le principe de vitesse critique, c'est qu'avec 2 mesures, en général on fait 3 et 12 ou on peut faire 5 et 15 minutes, on va être capable de dire si tu as un point fort endurance ou si tu as un point fort vitesse. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire si jamais on n'a pas le tableau VDOT sous la main. Voilà, une autre alternative. Alors tout ça c'est intéressant, mais du coup, comment est-ce que le coureur d'endurance il peut adapter son entraînement s'il veut être efficace? Exactement de la même manière que pour le coureur fusée, juste ça va être l'inverse. C'est-à-dire que quand on va aller sur des distances type semi-marathon, type marathon, en fait, il suffit qu'ils suivent l'entraînement spécifique pour réussir à bien répondre à l'entraînement, puisque l'entraînement spécifique pour un marathon va par définition être avec des vitesses relativement basses et des hauts volumes et des sorties longues. Donc voilà, il va très bien répondre à ça. En apportant toujours cette petite variété au fur et à mesure de l'année. Mais quand il va aller sur des distances un peu plus courtes, là on parle du 10 km, on parle du 5 km, voire du 3000 ou du 1500, à ce moment-là, je pense qu'il aurait plutôt intérêt à aller sur des vitesses supra-objectifs. C'est-à-dire qu'au lieu de courir à sa vitesse, il prépare un 3000, il aurait tout intérêt à courir beaucoup à VMA par exemple. Parce que justement, comme il a un point faible vitesse, il a tout intérêt à essayer de la développer. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on se focalise sur ses points faibles et qu'on essaie de les développer, on ne devient jamais bon. Oui, mais là, c'est quelqu'un d'endurant qui a décidé de faire de la vitesse malgré tout. Donc, il va devoir justement essayer d'aller contre nature en mettant beaucoup plus l'accent sur la vitesse s'il en est capable, s'il arrive à l'encaisser. Il aurait une répartition peut-être un peu moins répartie. Il serait peut-être un peu moins varié sur son année pour justement prendre bien le temps de développer tout ça. Alors, j'aimerais maintenant qu'on aborde un type de coureur qui est de plus en plus populaire, qu'on voit de plus en plus. Et lui, il semble être guidé par la passion, par l'exploration, par l'aventure. Et d'ailleurs, on va l'appeler le coureur aventurier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui? C'est toi ça, Guillaume. C'est un vrai petit aventurier. Je sais pas si je suis l'aventurier, mais je t'écoute et je te dirai après, une fois que j'aurai entendu ta réponse. Pour moi, l'aventurier, ça va être un petit peu l'hédoniste de la course à pied, c'est-à-dire un peu le plaisir immédiat. C'est souvent des gens qui vont se diriger vers du trail, qui vont se diriger vers des courses avec une histoire peut-être, parce que ils vont avoir ce plaisir d'évoluer dans un milieu qui leur plaît. Par exemple, il y a les gens qui vont faire le marathon de Paris parce qu'ils habitent à Paris, c'est le marathon le plus proche et ils vont vouloir performer sur marathon. Et il y a ceux qui font le marathon de Paris parce que c'est une belle course et parce qu'il y a les grands monuments de la capitale et qui se disent que c'est une bonne occasion de visiter la course. Tu vois la différence? Il y a ceux qui vont faire le marathon de New York pour pouvoir, je sais pas moi, faire un chrono. Est-ce que c'est rapide New York? Non, on va prendre Berlin. Non, c'est pas très rapide. Bon, on va prendre celui qui fait le marathon de Berlin. Il se dit, bon, comme ça, je vais faire un gros chrono, je vais pouvoir me qualifier pour Boston, qui est une course où il y a besoin de faire c'est sur qualification. Voilà, orienté performance. Et puis il y a celui-là qui va plutôt se dire non, Boston parce que ça fait partie des 6 majors, donc c'est tout un processus où comme ça je vais pouvoir faire les 6 courses dans les années à venir et je vais pouvoir remplir un objectif. Ouais, c'est ce petit aspect de je prends plaisir dans d'autres choses que juste ok, je m'entraîne comme ça, dans 6 mois je vais être fort, dans 4 ans je vais être fort. Alors si tu veux quand même prendre du plaisir, il faut quand même être capable d'assumer les aventures que tu te lances, parce que voilà, si tu vas faire un trail, il faut quand même pouvoir. Parce que la notion de plaisir, elle est aussi corrélée à ta capacité, ton aptitude physique. Du coup, comment eux, ils peuvent se préparer? C'est sûr que ces personnes-là vont sûrement faire passer l'émotion avant la progression.
Mais je crois qu'on en a parlé dans un autre épisode. Tu peux très bien t'entraîner sans forcément te faire très mal sur tes fractionnés. Tu peux très bien t'entraîner en y mettant pas mal de variations dans les séances, pas forcément faire les fameux 10 x 400, les fameux 6 x 1000, mettre un peu plus de variété, pas trop dépasser les 6-7 de difficulté sur tes séances. Voilà. Rester vraiment sur des choses très faciles. Et pourtant, mettre ta fréquence, mettre ton volume, faire le minimum syndical. J'ai un ami, Nico Vandel, qui dit souvent, par exemple, sur une préparation marathon, si tu prends le mec no pain no gain qui fait que des fractionnés, c'est pas sûr qu'il soit sur la ligne de départ. Si au contraire, tu prends celui qui s'entraîne que doucement, qui fait que des sorties longues, t'es quasiment sûr de le voir sur la ligne d'arrivée. C'est vrai que vu comme ça fonctionne. Et puis souvent, c'est des gens aussi qui incluent leur compétition dans leur processus d'entraînement, donc ils arrivent à s'en sortir aussi comme ça. Ouais, voilà, donc un manque de structure, de l'entraînement plutôt intuitif, mais tant qu'ils mettent le volume et la fréquence nécessaire pour remplir ces objectifs, c'est sûr que s'ils vont avoir envie de partir à l'aventure de la diagonale des fous, bon, il va falloir s'entraîner un minimum quand avant même. de s'y coller. Enfin, en tout cas, on vous recommande. Le coureur aventurier, il faut pas le caricaturer. C'est pas un coureur qui s'entraîne pas. C'est juste que c'est pas l'objectif de performance. Il met l'expérience avant la performance, c'est tout. Et après, évidemment, il peut être très besogneux. C'est pas forcément incompatible. Alors. Je pense que maintenant, on est prêt pour parler d'un profil de coureur particulièrement exceptionnel, en tout cas moi qui me fascine assez, c'est le coureur d'ultra-endurance, cet athlète qui lui vraiment aime repousser, s'épanouit en repoussant presque les limites du corps humain. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce profil ? Je pense que là, on retrouve beaucoup plus deux profils différents, un qui est vraiment physiologique, c'est-à-dire des gens qui ont un profil endurant poussé à l'extrême, et qui, doublés par des capacités mentales, où tu parlais tout à l'heure d'ennui, etc., vont réussir à maintenir un niveau d'inconfort extrêmement élevé sur des 10, 15, 20 heures. Ça, c'est le premier profil. Et il y a l'autre où il n'y a pas de prédisposition, il n'y a rien, il y a juste l'envie d'accomplir quelque chose d'exceptionnel et de se dire simplement qu'ils ont fait quelque chose dans leur vie que très peu de gens auront réalisé. Il y a vraiment les deux qui se côtoient, à mon avis. Après, niveau entraînement, là, pour moi, pas vraiment quelque chose de particulier, hormis que ça va prendre beaucoup de temps et qu'ils ont tout intérêt à bien s'y préparer. Donc là, évidemment, c'est ultra trail, 100 km, 24 heures. C'est ça, hein. Tord des géants. Tord des géants, voilà. C'est la Swiss Peak, il n'y a plus de limite après. L'avantage, c'est ça, c'est que des trucs débiles, il y en existe plein. Malheureusement, ouais. Tord des géants, d'ailleurs, il y a un autre truc après, je sais plus comment ça s'appelle. Tord des glaciers, je crois. Ouais. C'est 2 ou 3 fois plus long. Ouais, bon, ça n'a pas de fin après. Oui, tu sais, il y a quelqu'un qui a traversé là, toute l'Europe. Je sais pas si t'as vu, c'est le record de kilomètres en 365 jours. Non, ça, j'ai pas vu. Mais on a dans le récit, on a une coureuse qui a fait le tour du monde en courant. C'était aussi assez impressionnant. Après, il n'y a plus de limite, c'est l'avantage. Alors, quel profil es-tu, toi avant de passer à la rubrique vrai du faux, toi, quel profil tu te qualifierais ? Moi, je pense que je suis un profil vitesse ascendant extrême. Comment tu l'as appelé le dernier ? Attends, j'ai oublié. Ultra distance ? Ouais. Vitesse ascendant ultra distance. Donc ça veut dire que le débile. C'est celui qui fait pour faire du 1500 et qui décide de faire un Ironman. Moi, aujourd'hui, je serais plutôt polyvalent et aventure. Voilà. Ok. Tiens, notre réalisateur t'es quoi, toi ? Raphaël, t'es quoi ? Alors vous l'entendrez peut-être pas loin, mais je vais vous faire son porte-voix. Voilà, plutôt débile aventurier. Débile aventurier, c'est pas débile aventurier, c'est ultra distance et aventurier. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel type de profil vous êtes, et puis on mettra sur le site internet un petit quiz justement. Voilà, comme ça on va pousser le truc au bout. Si vous avez des petits doutes pour définir votre profil. Et toi, du coup, tu l'as pris en compte le fait d'être t'étais déjà polyvalent à l'époque où tu préparais. Je pense que j'étais polyvalent vitesse. Ok. Et là, je suis passé polyvalent aventure. Polyvalent vitesse, est-ce que c'est parce que l'école française c'est beaucoup travaillé de VMA, beaucoup de vitesse très haute ? Voilà, t'as tiré ton profil vers la vitesse. Oui, c'est peut-être, mais c'est vrai, c'est peut-être qu'en fait j'ai été mis dans cette case de par la structure fédérale qui forme en fait des coureurs vitesse. Et c'est vrai que après je suis content parce que je pense que j'ai travaillé des points faibles en fait. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû. J'ai mis beaucoup de temps par exemple à aller sur semi-marathon. Voire même marathon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas fait de marathon, mais j'ai fait des semis et je me suis préparé, mais j'ai pas pu faire mon marathon. Bon, c'est pas la vie longue, hein. Mais peut-être que j'aurais peut-être dû aller plus vite vers le semi, lâcher un peu plus tôt le 10 km, où finalement, je me suis bagarré pour gagner 30 secondes, 1 minute, tu vois, alors que sur semi, finalement, j'ai vraiment adoré.
Donc c'est pour ça j'aurais aimé avoir cet épisode plus tôt, mais c'est intéressant parce que t'es un peu ballotté quoi quand tu vas dans les trucs, soit par les tendances actuelles. Là, en ce moment c'est beaucoup de trail. Un mec qui va commencer à courir aujourd'hui, naturellement il va être plus dirigé vers le trail parce que c'est un peu à la mode. Inversement, moi c'était les 10 km, peut-être que voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire ce travail, de savoir un peu vraiment ce qu'on a envie, ce qu'on ressent. Donc, Après, t'as commencé la course à pied à quel âge? Moi j'ai commencé la course à pied à, je me souviens plus, c'était 2011 je crois. T'avais quel âge? Je sais plus, j'ai dû commencer à 25 ans peut-être. Peut-être un peu plus tard alors. Faites vos calculs pour savoir quel âge Guillaume a. Trentaine. Mais tout ça pour dire, parce qu'il faut pas non plus oublier que tout à l'heure on parle de prédisposition génétique, on parle de ces choses-là. Évidemment, il y a la génétique, mais il y a aussi l'activité physique qui a été faite à l'enfance, à l'adolescence, qui vont vraiment prendre en compte. Même un enfant qui va avoir tendance à être fort en endurance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'orienter très vite sur des distances un peu plus longues, mais quand même en parallèle, malgré le fait qu'il ait un point fort en endurance, un travail de qualité sur la vitesse, sur la biomécanique, c'est quand même des acquis qu'il va pouvoir garder plus tard. Et même si ça reste un point faible, si on parle vraiment physiologiquement quand il sera adulte, ça sera moins faible, donc il la ralentira moins. Et ce genre de choses-là, c'est vraiment un acquis pendant la jeunesse, qui est un peu plus difficile à récupérer après, je pense. C'est une tendance qu'on a beaucoup dit il y a genre 40 ans. Il y a 10 ans, on a dit non, c'est de la merde, on peut devenir ce qu'on veut. On commence à revenir dessus en disant apprendre aux enfants à courir vite, c'est quand même pas mal. Jeune, oui, en tout cas, c'est sûr. Ça, c'est ça. Ou même apprendre à courir tout court, c'est intéressant. Ouais, oui, parce que sinon, ils payeront malheureusement plus tard. On ne peut pas vraiment courir vite si on court, si on ne sait pas vraiment courir. Pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit avant de passer à notre rubrique vrai du faux, imagine quelqu'un, qui veut, s'inscrire sur Campus Coach, qui veut reprendre la course à pied, qui veut s'interroger un peu sur ce qu'il a envie de faire, ou quelqu'un qui débute et qui se dit tiens, je prendrais bien un dossard, mais je sais pas quoi. Ça synthétisera un peu tout ce qu'on s'est dit, les éléments clés un peu, comment on pourrait aider cette personne. Dans un premier temps, je lui dirais qu'est-ce que tu as envie de faire, quelles sont tes ressources et qu'est-ce que tu es prêt à investir. Et encore une fois, voir si les ressources et ce qu'il est prêt à investir et son rythme de vie correspond à ce qu'il veut faire et ses objectifs. Voir si déjà ça correspond plus ou moins, ou s'il va falloir aller dans un processus un peu plus long pour tendre. Parce que en général, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Ça, c'est la première chose. Après, quelqu'un qui débute, en vrai, moi, je ne me prendrais même pas la tête avec toutes ces choses de profil plutôt vitesse, plutôt endurance. Là, on en a consacré un épisode parce que c'était le thème. La réalité, c'est que quand on débute, laissez-vous le temps déjà de réagir à l'entraînement, laissez-vous le temps de varier, que ça soit au cours d'une année en travaillant différentes vitesses, en voyant un peu vos préférences, en testant différentes vitesses, testez-vous sur 5, sur 10, sur marathon si ça vous chante. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment acquéri un peu d'expérience sur 3, 4, 5 ans, là pour le coup, ça peut commencer à être intéressant. Allez, peut-être pas 3, 4, 5 ans, c'est peut-être un petit peu dur, mais au moins 2 ans de pratique assidue de la course à pied. Là, ça peut commencer à être vraiment intéressant de se dire, ok, c'est vrai que j'ai l'impression d'être plutôt sur ça, les chiffres me disent que, est-ce que je peux pas essayer d'adapter un petit peu? Faut passer par son solfège en fait, c'est ça que tu nous dis. Je pense parce que quelqu'un qui vraiment débute n'a aucune notion de ce en quoi il est bon. Alors, si, j'en sais rien, il a fait du cyclisme sur piste pendant 20 ans et qu'il se met à la course à pied, il y a peut-être un petit indice. Il y a peut-être un petit indice, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hormis ces exceptions-là, oui, faut quand même se laisser le temps de s'apprendre à se connaître. Écoute, si t'es ok, je te propose qu'on passe à notre rubrique vrai du faux. Ouais, c'est parti. Jingle. Ça c'est vrai ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. La rubrique vrai du faux. Chaque mois, on démonte les idées reçues, on débunk tout ce qu'on peut en dire comme bêtises dans la course à pied, ou on les confirme. Peut-être que ces idées reçues, elles sont vraies, elles sont pas forcément fausses. Tristan va nous aider à y voir plus clair. Tristan, je vais te poser ma première question, qui est pas tout à fait dans l'ordre dans le texte, mais quelque chose qu'on entend beaucoup. Si on est rapide sur route, on peut facilement performer sur trail. Ça, c'est une idée reçue très courante. Si on est très fort sur route, on sera très fort sur trail roulant, j'imagine, et peu technique. Après, plus ça va commencer à mettre du D+, et du D-, et plus ça va commencer à mettre de la technicité, plus le fait d'être fort sur route va être impacté négativement par le fait d'être très nul techniquement et d'avoir potentiellement des faibles qualités musculaires, parce qu'être fort sur route, ça demande principalement des qualités élastiques.
Donc oui sur trail roulant, non sur tout le reste. Et C'est puis un aussi- spectre. Ouais, il y a aussi la dimension mentale. Il y a aussi toute la partie technique proprioception sur les descentes. On sait que Nico, running addict, a eu quelques Ouais. petites chutes et que voilà, il faut savoir aussi s'épanouir. Ça m'a Donc, bien embêté. Ouais. c'est pas automatique, en tout cas, de penser ça. Surtout, si on est vraiment très fait pour la course sur route, en réalité, ça sera même l'inverse. Ça sera très difficile parce que des qualités élastiques et des qualités contractiles, c'est pas opposé, mais c'est pas les mêmes tissus qui sont concernés. Après, travail de descente, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est limite l'instinct de préservation qui est mis, qui est mis en jeu. Donc quelqu'un qui va avoir très peur, c'est pas juste un apprentissage technique, c'est pas réviser Ouais. ses gammes. Et C'est il y a supplémentaire. vraiment un aspect de sécurité et d'instinct là-dedans. Après, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Tu as des coureurs sur route qui vont faire une superbe transition, comme des trailers qui vont faire une super transition sur route. On a vu Mathieu Blanchard quand même qui a très très bien performé sur le marathon de Paris. Mais bon, ça c'est comme sur cross. Tu as des coureurs sur route qui vont être plus ou moins bons sur cross. Donc les cartes sont un peu... pas tout le monde tire son épingle du jeu. Quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, qui est encore très répandu, les jeunes coureurs sont naturellement plus rapides, tandis que les coureurs plus âgés sont meilleurs en endurance. C'est marrant parce qu'on en a parlé juste avant. Alors, telle que la question est posée, je dirais non. Parce que c'est une question de potentiel. Tu vas avoir des gens un peu plus âgés qui vont avoir des très très forts potentiels de vitesse. Tu vois, alors, quand je dis des retraités de cyclisme sur piste ou de sprinters, etc., ils sont retraités à 27-30 ans. Donc, ils sont retraités assez jeunes. Et ils vont avoir de plus belles qualités de vitesse que quelqu'un qui est vraiment pas fait pour la vitesse et qui va avoir 16-17 ans. En revanche, moi, je trouve qu'il y a quand même une hiérarchie dans les développements. On peut orienter, mais il y a des qualités qui vont pouvoir être développées à l'adolescence qui sont plus difficiles de développer ensuite. Ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Après, rien n'est perdu. Des fois, on entend des gens dire 35 ans, j'ai plus rien à faire sur 10 km. Non, on peut encore s'épanouir sur 10 km. Oui, et puis c'est une question de potentiel maximal. Et ou même à 20 ans, on peut aller sur marathon si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie. Il y a plein de coureurs aujourd'hui kenyans qui excellent sur marathon à 22, 23 ans, quoi. Après, encore une fois, il y a l'idéal, il y a nos envies, tout ça, c'est en harmonie, dans ce qu'on disait en épisode. Puis il y a vraiment des gens qui sont vraiment extrêmement faits pour, et même s'ils ne le sollicitent pas assez tôt, dès le moment où ils le stimulent, ils deviennent très bons dans cette voie-là. Mais faut voir les sports. Tu vois, le trail, c'est peut-être pas encore assez compétitif à mon goût, mais sur des sports genre comme la natation, si tu vois que en fait, tu étais ultra doué pour la natation à 25 ans, que tu vois que tu es hyper lax, que tu as des grandes mains, des grands pieds, les bons segments, les machins, les bonnes insertions musculaires, c'est trop tard, mon grand. Tu vois, c'est pas trop tard pour devenir extrêmement fort. Tu seras pas champion olympique. Voilà, c'est trop tard pour le très très haut niveau. En fait, c'est là où, de tout ce que j'ai dit, c'est vrai que je vois ça toujours sur un spectre, et je te dis non pour le bout du spectre qui est champion olympique. Il y a quand même pas mal de possibilités jusque-là. Bien sûr. Plus la distance s'allonge, plus les femmes sont compétitives avec les hommes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je sais qu'il y a une tendance en ce moment de voir que sur trail, les femmes sont beaucoup mieux placées, voire même parfois gagnent des courses, contrairement à sur route où les classements aujourd'hui ils sont toujours à peu près de la même manière répartis. Mais moi, j'aurais tendance à dire non. Et j'attendrai de voir le jour où... c'est à contre-courant, parce que c'est pas ce qu'on entend. Oui, justement, oui. Je vais dire l'inverse de ce qu'on entend généralement. Le jour où il y a autant de densité sur trail qu'il y a aujourd'hui sur 5 ou 10 km et qu'on aura les mêmes répartitions avec les mêmes exploits féminins qu'on a aujourd'hui, j'accepterai de dire... Enfin, c'est pas que j'accepterai, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il manque des informations et que tu as des gens comme Courtney de Walter qui sont extrêmement douées, extrêmement fortes. Le problème, c'est que... aujourd'hui, il n'y a pas une densité assez forte en face où potentiellement, s'il n'y en a que 10 des hommes qui peuvent rivaliser et qui auraient fini devant, il peut y avoir des défaillances. Parce qu'en fait, le nombre de défaillances est beaucoup plus fort sur distance. Tu prends un Kona sur Ironman, tu as 50% des mecs qui finissent pas la course. Donc, proportionnellement, oui. Mais le jour où tu as 1000 personnes qui partent à la hard rock, qui sont des élites et qui font l'UTMB en moins de 20 heures,
Je grossis les traits évidemment. Oui, on les a pas encore. Bah, tu vois, peut-être qu'on verra que la répartition est la même. En tout cas, Après, physiologiquement. quand même, alors je vais un peu nuancer ce que tu dis parce qu'il y avait, alors c'est un peu moins vrai maintenant parce que l'étude date et qu'il y a eu des gros records sur 10 km chez les filles. Le record marathon homme et le record marathon femme sur le record du coureur le plus rapide sur marathon et de la coureuse la plus rapide sur marathon, là où l'écart il est le moins différent, c'est sur marathon. Donc déjà on voit, et sur marathon il y a une densité qui est quand même assez ouf. Oui. Donc on voit quand même que plus la distance s'allonge, plus les écarts de chrono se raccourcissent. Ça, je suis d'accord avec ça. Voilà, ça veut pas dire qu'elles sont plus compétitives parce qu'il y a aussi des côtés physiologiques, notamment dans les ressources énergétiques. Parce que il y a une question de gestion énergétique quand on fait de la longue distance. Et les femmes, de par la grossesse, c'est une des explications. Alors je caricature et il faudrait un scientifique pour ça. Donc voilà, mais excusez mon proximité, mais les femmes par rapport à la grossesse ont des gestions énergétiques qui seraient plus performantes que les hommes par rapport à ça. Donc légèrement avantagées par rapport à ça. Après évidemment, il y a la partie musculaire, il y a la partie mais sur des ultras où on va dire il y a moins de puissance qui est un peu moins élevée, c'est ça. Et après il y a toutes les notions aussi mentales où on sait que dans la gestion de course, il y a une capacité, en tout cas une gestion de course qui semble supérieure chez la femme et donc qui permet aussi de tirer son épingle du jeu. Donc je pense que c'est vrai, mais c'est peut-être à nuancer quoi. Moi je sais pas, ce que tu viens de dire, c'est le discours ambiant et il y a des probabilités pour que ça soit vrai. Tu vois, parce que par exemple pour ce podcast, j'ai regardé par pure curiosité les records sur 160 km et le record homme est à 10h50 et le record femme est à 12h40. Donc ça veut pas dire grand-chose, mais je suis d'accord. L'écart s'amincit, mais de mon point de vue, ça manque de preuves. Ouais, il faut faire attention. Alors, si ça pousse des femmes à se mettre à l'ultra trail en se disant, de toute façon, les hommes ils sont à chier. Tant mieux, hein, franchement, c'est que positif et tant mieux si ça met ça. Bon, on va observer, en tout cas, à voir avec le temps. Voilà. Et là, une petite dernière pour finir. Un coureur de 10 km ou un coureur vitesse, tiens, on va prendre un coureur vitesse, il n'a pas forcément besoin de travailler son endurance. Et inversement, on aurait pu dire la même chose, qu'un coureur d'endurance n'a pas besoin de travailler sa vitesse. Vrai ou faux ? Pour moi, c'est faux. Surtout sur 10 km, où là, pour le coup, on est sur un milieu, ou sur quelqu'un vraiment très orienté vitesse. C'est plutôt justement l'endurance qui va le ralentir un petit peu. Donc, il aura tendance à vouloir le travailler au moins un petit peu. Quand même jouer sur son facteur vitesse, mais le développer. Et puis pour tous les autres, bien sûr. Merci infiniment Tristan pour tes éclairages. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Je te dis à très vite. Ouais, salut Guillaume.